Déjà, ce que je peux conseiller à un immigrant, j'ai conseillé beaucoup de mes amis qui sont arrivés après moi comme ça. Ils m'apprécient beaucoup à cause de ça, en fait. J'ai toujours dit aux gens, on est dans un pays, il faut savoir être patient. La patience est une grande vertu dans ce pays. Tout à fait. C'est une très grande vertu. Il faut pas savoir être patient et attendre ton tour, en fait. Parce que quand on arrive dans ce pays, on a l'impression que tout est facile. Je vais prendre l'exemple quand je suis arrivé. J'ai vu des jeunes comme moi de mon âge qui avaient des grosses voitures, qui avaient des permis de conduire, qui avaient... Tu peux facilement envier ces personnes-là, quoi. Te dis que, waouh, un jeune comme moi, il a une grosse voiture, je veux aussi une grosse voiture. Tu vas là, tu prends une grosse voiture. Hein? La voiture ici, on te supplie même de te donner que prendre le crédit et tout. Mais est-ce que tu vas pouvoir payer? Est-ce que tu vas pouvoir, tu vois un peu? Est-ce que tu peux afford Est-ce que tu peux afford? Donc, c'est un peu ça. Il faut attendre le bon moment pour faire certaines choses, quoi. Donc, il faut savoir être patient et attendre le bon moment. C'est ce que je vais conseiller à beaucoup de gens qui viennent d'arriver. Ouais, il ne faut pas se précipiter, pour se comparer aux autres ou se précipiter. Non. Attends ton moment va venir. Je pense que nous sommes live, M. Ndjeke. OK. Tu quoi, non? Ton terrain, Ndjeke? Ouais, ça va, hein? Yeah, ça va, tranquille. Donc, comment tu essaies de manager avec ta nouvelle vie après l'école, là? Ouais, la nouvelle vie après l'école, ça va. Ça fait déjà à peu près plus de 3 ans qu'on a fini l'école et ouais, ça va plutôt pour le mieux. Ouais, vraiment, félicitations pour l'avenir de ton fils, là. Merci, Vraiment, merci beaucoup. je sais que c'est pas facile. Ouais, c'est pas facile, mais avec la chance que j'ai eue, je suis toujours en congé de paternité, donc ça rend un peu les choses faciles, quoi. Tout à fait, tout à fait. Et comment est-ce que tu manages ta nouvelle vie avec l'enfant, madame, tout ça? Comment se passe? Qu'est-ce que ça fait d'être père, quoi? Ouais, bon, je dirais pour le moment, la nouvelle vie n'a pas encore vraiment commencé parce que je suis encore en congé de paternité. Je n'ai pas encore repris avec les activités du travail, mais du coup, ça se passe plutôt bien parce que j'ai assez de temps pour passer avec ma femme, pour passer avec l'enfant, pour passer avec ma maman, pour passer avec les trois. Et voilà, donc... j'ai assez de temps maintenant, ça se passe plutôt pour le mieux, quoi. Donc, peut-être quand je vais reprendre les activités à 100%, ça va être différent. J'anticipe que ce soit différent. Mais je pense que ce moment que j'ai, ça m'aide à beaucoup préparer quand je vais reprendre les activités, quoi. Donc, j'aurais bâti des fondations assez solides avec la famille pour que nous puissions tous nous en sortir, quoi. Ok, non, c'est bien, mon frère, vraiment. Je suis très content de voir que, voilà, notre petite famille fait que ça grandit, Ouais, quoi. oui. Ok. Bon, vraiment, déjà, je vais te dire merci pour ton temps, tu vois un peu. On a essayé de trouver le temps pour manager, pour avoir cette conversation, tu sais quoi. Mais avant qu'on ne commence à converser de tout et de rien, et des sujets que je propose qu'on essaie d'en parler, je veux qu'on prenne un peu le temps pour parler d'abord de Titoun. Yeah. Je pense que c'est pour ça qu'on appelle ça. Titoun Sprint, yeah. Titoun Sprint. Enfin, je veux qu'on prenne le temps pour parler de ça parce que tu sais que ça, c'est le produit d'un de nos grands frères. Que toi et moi, on apprécie énormément. Au nom de... Et qui sera sur la chaîne forcément. Ouais, il va forcément trouver le temps pour pouvoir avoir une conversation avec lui, quoi, parce que je pense que c'est un grand frère qui a beaucoup de connaissances, qui peut aider beaucoup de personnes. Tu vois un peu. Il est aux États-Unis, ça fait des années. Et aujourd'hui,
il a créé Titoun. Ouais, bon, je tenais à mentionner juste que c'est un couple, quoi. Effectivement. Ouais, lui et sa femme. Lui et sa femme, donc, effectivement. les deux, ouais, ils apportent, je vais dire 50-50 dans cette affaire. Oui, ils travaillent ensemble, en fait. Ils travaillent ensemble, donc ça vient d'un couple, effectivement. Quoi. Donc, j'ai voulu... Entre hommes, on a souvent tendance à oublier effectivement, oui, c'est important. Les femmes, quoi, ouais, oui, c'est tonton Jean-B et sa femme qui sont les fondateurs de Titoun Spirit. Ouais. Donc, en fait, je voulais juste prendre une minute pour parler de ça, pour que ceux qui vont voir cette vidéo puissent savoir qu'on a un de nos frères et une de nos sœurs qui ont une boisson non alcoolisée, naturelle, que nous devons supporter, quoi. Ouais, tout à fait. Donc, c'est Titoun Spirit et c'est sans alcool. Et ça a 4 parfums. Ouais. Donc, il y a au gingembre, là. Il y a aussi au gingembre avec d'autres flavors. Ouais, il y a la noix de coco, fruit de la passion avec noix de coco et ananas. Donc, c'est très nourrissant, c'est sans alcool, il n'y a pas de artificial flavor, c'est ça. Tout à fait. Pas de sweetener, c'est naturel. Et c'est très bien, quoi. Moi, j'aime beaucoup plus celui de gingembre, c'est là. Comment nous savons que le gingembre est très bien pour la santé. Très bien pour la santé, ouais. Donc, comme on dit là, c'est no added sugar, no natural ingredient, no artificial color, gluten free, vegan friendly. Donc, je pense que c'est très bien. Donc, j'ai voulu te prendre quelques minutes pour essayer de parler de ça afin que ceux qui vont voir la vidéo puissent savoir que on a un de nos frères et une de nos soeurs camerounais qui sont en train de se battre pour faire évoluer leurs produits. Donc, et qu'ils seront aussi bientôt sur la chaîne. Je suis sûr qu'ils ne vont pas manquer d'accepter l'invitation, de venir eux-mêmes présenter le produit et de plus donner les détails pour que nos abonnés soient plus édifiés. Effectivement. Donc, on va mettre le site internet et le link d'Amazon où les gens peuvent commander dans la description. Vous pouvez aller commander votre case sur Amazon, sur leur website, et même les informations du couple, quoi. Pour, si vous voulez entrer en contact avec eux pour avoir plus d'informations sur la boisson. Mais elle est très bien, elle est naturelle. Et puis, vraiment, nous recommandons que tous nos frères et sœurs puissent check it out, et déguster, quoi. Donc, c'est un peu ça. Bon, cela étant dit, tonton t'a dit que vraiment, comme je t'ai dit, merci encore de ton temps pour qu'on puisse avoir cette conversation aussi, quoi. Donc, je pense que, pour ceux qui ne savent pas, toi et moi, on a vécu pendant 3 ans à Champagne. Ouais, plus de 3 ans. On s'est même connu comment, Thérèse? Waouh, ça c'est une bonne question, hein. C'est une bonne question. On s'est même connu comment? Moi, j'ai plus mémoire de comment on s'est connus. Le seul truc que je sais quand même que quand je voulais venir à Champagne, je t'avais présenté ma famille d'accueil qui vivait déjà à Champagne et qui avait un étudiant du Ovaï. Et c'est comme ça que notre relation a grandi, quoi. Mais pas avant ça, on se connaissait. Ouais, déjà. Mais avant ça, on se connaissait. Je ne sais plus trop comment. Je pense que c'est par War People. Hein. Ouais, War People, peut-être. Oui, je pense que c'est par War People. Et puis, il y avait on s'est regroupé par État, là. Par État, ouais. On s'est sûrement rencontrés dans un événement. Oui, je pense comme ça qu'on s'est... War People, l'Illinois, peut-être aussi à Chicago, ouais. Oui, je pense que c'est... En fait, ça va War People qu'on s'est... qu'on se retrouvait, quoi. Et puis tu étais à Champagne, moi j'étais ici à Oa, et j'étais au Community College, j'étais en train de chercher à entrer J'étais aussi au Community College, mais je prenais un cours d'anglais, quoi. Oui, tu étais à Parkland. Ouais, Parkland, ouais, voilà. Bon, mais moi non, je voulais venir à Champagne parce que j'étais déjà prête à transférer, quoi. En fait, je crois que je devais transférer à Champagne dans un an qui suivait, quoi. Et puis, il y avait le grand Patrick dans ta famille d'accueil qui était à Champagne. Qui était à Champagne, exactement. Et dans l'école de Engineering School. C'est pour ça que tu m'as introduit vers lui. Je suis venu à Champagne, il m'a présenté l'école. Et c'est comme ça que... nos relations ont grandi. Nos relations ont grandi, quoi. C'est devenu la famille aujourd'hui. La famille, Patrick m'a beaucoup soutenu et il m'a beaucoup guidé, quoi, tout à dans fait. Champagne.
Donc, même si je peux intégrer ça, je vais vouloir causer avec lui. Ouais, Parce tout à que fait. c'est aussi un grand frère qui peut aussi avoir beaucoup à partager, quoi. Je pense que c'est comme ça que nos relations commencent à se tisser. Tout à fait. Et après, je crois qu'un ou 2 ans après, je suis venu à Champagne. Et toi et moi, on a vécu ensemble avec les Malik. Au moins pendant quelques mois avec Malik. Quelques mois avec Malik. Et puis, ensemble, on a fait 3 ans. 3 ans, ouais. 3 ans. Et puis, on a grandi la même année ensemble. Et oui, c'est comme ça que notre relation est partie, quoi. Tout à fait, tout à fait. Wow. Donc, je pense que le monde est petit, mon frère. Le monde est petit. Fait. Et comment tu as trouvé ton intégration? Je veux qu'on commence par là. Ouais. Tu as aux États-Unis en quelle année? Bon, mon intégration, je vais beaucoup plus parler de ma journée, quoi. Ouais. Et je suis arrivé aux États-Unis exactement le 27 septembre 2015. Donc, il y a quelques jours, là, ça a fait 10 ans. Ouais. La première année. Ça a fait Ouais, 10 ça va ans, mai. quoi. Ouais, moi, je suis arrivé en septembre, fin septembre 2015. Tu n'avais pas la loterie? Ouais, je suis arrivé par la DV Loterie américaine. Donc, j'ai gagné la loterie américaine, c'était quoi, en 2013? Non, j'ai joué en 2013, j'ai gagné en 2014 et j'ai voyagé en 2015. En 2015, ouais. Oui. Je vais passer à la DV, c'est jamais. Tu joues, un an après, tu as les résultats. Ouais, un an après, maintenant, tu voyages, dépendamment de ton numéro. Donc, moi, j'étais peut-être dans les derniers numéros, quoi. Toi, tu étais peut-être le numéro un peu plus tôt. C'est comme ça. J'avais un très bon case number. Ouais, moi, j'étais un peu plus derrière. C'est pour ça que j'étais vraiment parmi les dernières personnes à passer aux interviews, quoi. Et bon, tu es arrivé aux États-Unis en 2015. Ta famille, tu as été à Champagne. Oui, tout à fait. Champagne, Illinois. Comment étaient tes débuts? Ouais, mes débuts étaient plutôt difficiles. Très difficiles même parce que je viens avec un background où je faisais biologie au Cameroun. Ok, à l'université. Oui, à l'université, je faisais biologie et voilà, en part-time, je travaillais aussi. En full-time, je travaillais dans une compagnie de télécommunications de la place, pour ne pas mentionner Orange. Ok. Donc là-bas, c'était assez confortable parce que tu avais un bureau, tu avais un peu une vie décente, quoi. Et tu arrives aux États-Unis, c'est tout autre chose. Tu dois devoir payer ton loyer, tu dois devoir payer tes factures, tu vas devoir aller à l'école et voilà, c'est différent, quoi. Donc, les débuts étaient difficiles parce que la transition était vraiment différente de ce que je vivais au Cameroun à ce que j'ai commencé à vivre aux États-Unis. C'était assez différent et assez compliqué. Qu'est-ce qui était vraiment différent là? Où est-ce que tu vois la différence par rapport à ta vie du Cameroun et tes premiers mois aux États-Unis? Bon, ma vie du Cameroun, comme j'ai dit, pour moi, au Cameroun, quand je quittais, j'avais un job que j'aimais vraiment. C'était juste un petit job à Orange, Cameroun, que je faisais et que j'aimais beaucoup, quoi. Donc, du coup, c'était beaucoup plus en journée où j'ai collaboré avec C'était dans un département qu'on appelait Business to Business. Donc, Orange Cameroun avait un partenariat avec beaucoup d'entreprises pour installer la 3G. Parce qu'à cette époque-là, la 3G venait d'arriver au Cameroun. Donc, on partait dans les ministères du Cameroun. Orange faisait un partenariat avec les ministères, avec les bureaux des avocats, avec les différentes personnes, quoi. Donc, du coup, j'avais vraiment fun avant de venir aux États-Unis. Je faisais ça en attendant de voyager, quoi. Et j'avais vraiment fun. Mais quand tu arrives aux États-Unis, tu ne parles pas l'anglais, tu ne parles pas encore bien l'anglais, tu n'as peut-être pas encore les diplômes transférés ou convertis, quoi. Tu es obligé de trouver des moyens pour survivre, disons ça comme ça. Donc, du coup, ce qui était plus difficile, c'était de trouver un boulot, de converser avec les gens, de pouvoir avoir le même fun que j'avais au Cameroun dans mon day-to-day. Donc, dans ma journée au travail, j'avais vraiment fun au Cameroun. Et avoir le même fun ici aux États-Unis n'était pas facile parce que tu ne parles pas l'anglais, parce que le type de travail que tu fais est différent. Et voilà, c'était un peu ça la difficulté. Et les heures de travail aussi, ouais, je me souviens quand je suis arrivé au Cameroun, je travaillais peut-être 9h à 18h en journée, quoi. Mais ici, je suis arrivé, vu que je devais aller à l'école en journée, je devais travailler plutôt la nuit pour pouvoir aller à l'école en journée parce que j'avais un rêve, c'était d'avoir des diplômes, comme on dit souvent. Donc, c'était ça le plus difficile, en fait. C'était de
pouvoir manager ma journée ici, mon travail et l'école. Et voilà, c'était ça la grande difficulté que j'avais quand je suis arrivé, quoi. Ouais. Donc, c'était ça la grande difficulté. Bon, comme nous tous d'ailleurs, quand on arrive ici, et surtout que l'anglais n'était pas ta première langue, on a toutes les difficultés par rapport à l'anglais, quoi. Tout à fait. Donc, je peux dire ça, quelles étaient tes premières impressions quand tu arrives aux États-Unis? Bon, mes premières impressions, c'était déjà quand je quittais le Cameroun. Tu sais, Champagne, c'est une petite ville, c'est un peu reculé. On m'avait dit que quand tu demandes, généralement, on te dit que non, on vit à Chicago. Un peu comme nous, moi aujourd'hui, je vis au suburb, mais généralement, si je veux dire à quelqu'un au Cameroun, je dis je vis à Chicago parce que si je donne ma ville, la personne ne va pas connaître. Tout à fait. Donc, le premier choc pour moi, c'était déjà, je vivais à Yaoundé. Tu te dis grande ville, tu vas à Chicago, tu te dis tu vas encore dans une grande ville. Tu imagines les États-Unis, ces grandes villes, c'est tout ce qui est. Tu vois, grande ville, tout ce que tu entends par grande ville. Tout à fait. Ouais, mais tu arrives. On te prend à O'Hare et on t'amène dans les champs de maïs. Et tu te retrouves à Champagne. Ouais, tu as traversé tout Chicago. Tu n'as même pas vu les buildings en fait. Parce que tu t'imaginais les gratte-ciel et autres. Et voilà, on t'amène. Tu t'imaginais que tu devais aller tu devais aller voir les gratte-ciel. Gratte-ciel, vivre en plein downtown, voir les stars passer. Vivre en plein centre-ville. Voir tous les immeubles que tu vois sur la télé, dans les films, partout. Exactement. Mais on t'a plutôt amené à... Ouais, on t'amène à Champagne, quelque part où tu conduis, tu passes dans les champs de maïs même avant d'arriver à Champagne. Donc, c'était ça la plus grande difficulté, quoi. Tu arrives à Champagne, tu vois, c'est un petit village, c'est une petite ville toute calme. Et voilà, ça, c'est un premier choc d'abord parce que tu n'as jamais imaginé ce côté-là des États-Unis, quoi. Tout à fait. Donc, c'était un peu ça. Et voilà, tu commences à travailler la nuit. C'est dur de travailler la nuit parce que ton sommeil... on n'a pas été habitué. Moi, personnellement, je n'ai pas été habitué à ça au Cameroun, quoi. Au Cameroun, je travaillais en journée. Ici, je dois travailler la nuit, aller à l'école en journée. Donc, c'était beaucoup... Aller à l'école pour apprendre l'anglais, ne serait-ce que pour pouvoir communiquer. Donc, c'était beaucoup plus ça la difficulté. Donc, déjà, c'était le choc que, voilà... Tu as changé. Les États-Unis, ce n'est pas vraiment ce que je visionnais quand j'étais au Cameroun. La deuxième difficulté, c'est le schedule de travail qui est vraiment infernal, si je peux dire comme ça. Parce que tu travailles, tu vas à l'école, tu travailles, tu vas à l'école, tu n'as presque pas le temps, quoi. Donc voilà les difficultés que j'ai pu rencontrer à mon arrivée ici, quoi. Et comment tu as géré la barrière de la langue? Bon, la barrière de la langue, je veux dire, je n'avais pas peur en fait. Je suis quelqu'un d'assez courageux, je n'ai pas peur. Et voilà, je vais prendre l'exemple des anglophones au Cameroun, par exemple. On vient du Cameroun. Au Cameroun, les anglophones, même s'ils parlent faux anglais, ils n'ont pas peur de parler, ils s'en foutent. C'est nous les francophones, quand on parle peut-être le mot anglais, qu'on se dit qu'on a le complexe. On a honte de ce que l'autre va penser, quoi. Exactement. Donc, quand moi je suis arrivé ici, mon anglais n'était pas assez parfait, mais j'avais ce courage-là de converser avec les gens et de me faire entendre, de faire entendre ma voix. Tout à fait. Donc, je pense que, oui. Avec qui tu causes, quoi. Exactement. Donc, je faisais l'effort de toujours m'exprimer aux professeurs, à mes camarades de classe, à tout le monde. Je faisais l'effort de beaucoup bavarder, en fait. Et je pense que c'est ça qui m'a fait beaucoup apprendre la langue, c'est cet esprit-là où je bavarde avec tout le monde, je cause avec tout le monde, j'essaye de me bâtir des connexions, j'essaie de parler avec tout le monde. Et c'est comme ça que, voilà, j'ai appris l'anglais, c'est beaucoup plus en parlant. Et les ISL que je prenais, English as Second Language, j'appuyais un peu. Tu pourrais apprendre les vocabulaires, tu pourrais apprendre la grammaire, ça aidait à reformer les phrases et tout. Donc, c'était beaucoup plus ça. Donc, pour moi, j'ai beaucoup plus appris la langue en conversant avec les gens, en n'ayant pas peur. Ouais, parce que beaucoup en a peur, en ne restant pas timide, mais me dit que bon, j'ai un accent, je parle et ils ne vont pas m'écouter, quoi. Donc, je fais l'effort de me faire écouter malgré mon accent, malgré que je ne connaissais pas formuler les mots, quoi. Donc, c'est comme ça que j'ai appris, j'ai navigué ce challenge de barrière de langue, quoi.
Ok. Et après la langue, je suppose que tu sais, quand on arrive aux États-Unis, quand tu arrives, ta famille t'accueille et puis tu passes un peu le temps que peut-être tous tes papiers sont à jour et tout là. Et directement, tu dois sortir, tu dois essayer de faire quelque chose pour t'intégrer, pour essayer de causer avec les gens, pour essayer de voir comment est-ce que les choses se passent et tout et tout. Et généralement, c'est plus facile quand tu as un petit travail, quelque chose qui te fait sortir de la maison. Parce qu'il y a ça, et aussi aller à l'école pour apprendre l'anglais. Chose que tu faisais déjà avec le English as a Second Language. Maintenant, ajouter à ça, un autre travail aussi est important dans l'intégration. C'était quoi ton premier travail? Est-ce que tu as eu des difficultés à rencontrer ton premier travail? Et comment était le programme? En fait, je sais que tu as mentionné là que tu travailles la nuit, parce que tu partais à l'école en journée. Mais est-ce que tu peux un peu essayer de parler un peu de ton premier boulot? Et les impressions que tu as eues à travers ce premier boulot-là? C'est-à-dire ce que ça t'a appris par rapport à ce que tu pensais quand tu étais au pays? Ok. Ouais, comme je le disais tout à l'heure, mon travail que je faisais au Cameroun déjà, je travaillais chez Orange, j'étais Customer Service Representative, j'aidais les gens à customize la 3G et tout. Donc, du coup, quand j'arrive ici, mon premier objectif, c'est de trouver quelque chose de similaire. Donc, je pouvais travailler, si je veux faire le Apple to Apple, je pouvais travailler peut-être chez une compagnie comme AT&T, comme Verizon. Compagnie téléphonique, quoi. Oui, compagnie téléphonique, quoi. Donc, ce que tu faisais au Cameroun. Au Cameroun, c'est ça que j'essayais comme mon job idéal. Mais le problème avec ça, c'est que tu dois aller à l'école. Et ces compagnies-là n'opèrent qu'en journée, en fait. Donc, si tu veux travailler ça, tu es obligé de sacrifier les cours, tu vois un peu. Donc, c'était un peu compliqué à cette époque-là. Donc, du coup, mon premier boulot, j'étais obligé de trouver quelque chose la nuit. Et la nuit, les boulots, c'était beaucoup plus dans les usines, dans les factories, comme on appelle ici. Donc, voilà, mon premier boulot, je travaille dans un factory. Je n'ai pas duré là-bas parce que c'était vraiment compliqué. On faisait quoi là-bas concrètement? C'était une compagnie qui fabriquait les bouteilles de Coca-Cola, les bouteilles, tout genre de bouteilles plastiques en fait. Donc, je travaillais dans cette compagnie-là qui faisait les bouteilles plastiques et c'était vraiment compliqué parce que je dormais au travail la nuit. Je dormais au travail la nuit. C'était 12 heures de chiffre exactement, ouais, tu me rappelles. De 6h à 6h, de 6h, ouais, de 7h à 7h, de 19h du soir à 7h du matin. Et j'avais cours de 9h à 14h. Du travail, je partais à l'école. Ouais, exactement. Et tu viens d'arriver, tu n'as pas de voiture, tu viens d'arriver, tu ne conduis pas encore, tu fonctionnes seulement avec le bus ou les gens qui vont te donner le ride. Donc, il y avait certains papas là qui m'ont beaucoup aidé, les papas congolais. Ils me prenaient au travail. Ils me prenaient le soir où j'avais mon chiffre. Ils m'amenaient au travail parce que mon travail était vraiment distant de la maison. C'était peut-être 30 minutes de conduite. Ouais. Mais ce n'était pas loin de mon collège, de mon community college. Donc, le matin, quand on finissait le travail à 7h, il me laissait au community college et faire mes cours d'anglais. Et voilà, c'est comme ça qu'il continuait. Donc, mon premier boulot, je pense que j'ai fait ça peut-être pendant peut-être 1 an. Yeah. Et on te payait combien? 1 an. Et ouais, à cette époque-là, c'était chaud. En 2015, on me payait $8,50. $8,50. Mais le bon truc, c'est la nuit. Et le bon truc, c'est qu'on te payait par semaine. Ouais. Donc, je pense que chaque vendredi, à cette époque-là, j'avais peut-être un chèque de $300, quoi. C'est ce qui me consolait. Wow. Tu viens d'arriver, chaque vendredi, tu as tes $300. En semaine, c'est chaud. Bon, 12 heures de chiffre, tu travailles aussi 3 jours. Tu ne travailles pas tous les jours. Tu travailles 3 jours, une semaine, l'autre semaine, tu travailles 4 jours. Effectivement, oui. Donc, c'est un peu ça. Tu travailles 4 jours, 3 jours, 4 jours, 3 jours. Ouais. Une semaine, tu travailles 36 heures, tu travailles 48 heures pour compenser. Exactement. Et vu que c'est...
Ouais, 50 $8, $50. Donc, j'avais $300 de chèque. Bon, à l'époque, là, j'avais pas de charge parce que je vivais encore chez les gens, quoi. Donc, c'était facile. Même si je contribuais un peu aux charges de la maison, c'était pas comme si j'avais... C'est pas comme si tu étais seul, quoi. Seul, quoi, ouais, exactement. Je vivais avec ma famille d'accueil encore. Mais j'ai même pas duré dans ce boulot-là parce que c'était tellement dur. Et puis, tu quittais de là, tu allais... Tu allais à l'école, ouais, exactement. Bon, ça, donc, tu t'en as pendant 1 an. 1 an environ, oui. Et après, c'était quoi ton deuxième boulot? Bon, 1 an environ après ça, j'étais quand même déjà intégré aux États-Unis, dans le sens où je parlais déjà quand même un peu l'anglais. J'avais déjà une voiture, j'avais déjà ma première voiture, j'avais déjà un permis de conduire. Et voilà, j'étais un peu plus libre de mes déplacements, quoi. Tout à fait. Donc, après ça, j'ai commencé à trouver un autre boulot ailleurs où je travaillais ce qu'on appelle second shift. Il y a second shift, c'est généralement de 15h à peut-être 22h, 23h. Donc, ce que je faisais, c'était... Ma vie est devenue un peu plus facile. Je travaillais juste de lundi à vendredi. Donc, les week-ends, j'avais le temps pour faire ce que je voulais, pour étudier, pour me concentrer sur autre chose. Donc, mon programme est devenu un peu plus facile parce que je me levais le lundi, je vais à l'école le matin à 9h. 14h, dès que je finis, je vais directement au boulot en voiture. Et j'avais une voiture, je ne galérais plus dans le bus comme avant, quoi. Tout à fait. Et après avoir fini l'école, je vais directement au boulot. Et fini le boulot, je vais à la maison. Tu dors. Je dors le lendemain, la routine. Le week-end, j'ai le temps de passer le temps avec la famille, d'appeler la famille au pays, faire les devoirs. Donc ma vie est devenue un peu plus facile, quoi. Et ton deuxième boulot, on paye combien? Tu fais quoi? Deuxième boulot, c'était toujours, comme on dit vulgairement, porter les cartons, quoi. Oui, on travaillait pour une compagnie. Dans une autre usine, quoi. Oui, dans une autre usine, quoi. On portait les cartons et voilà. Et on me payait. Mon salaire aussi avait un peu augmenté. Je pense qu'à cette époque, on me payait $10.50. OK. $10.50, donc ça va. Mais quelque chose que j'ai oublié de mentionner à propos des deux boulots aussi, c'est que ce n'était pas facile dans le sens où on n'avait pas le travail, c'était pas 40 heures par semaine, quoi. OK. Ouais, j'ai toujours eu ce challenge-là dans mes deux premiers boulots où parfois je travaillais 20 heures, je travaillais 30 heures, je travaillais pas forcément 40 heures, donc mon chèque n'était pas consistant. OK. Et c'était un peu difficile de manager les fins du mois, donc du coup j'ai dû chercher un autre boulot. OK. Donc toujours en fréquentant, en étant full-time à l'école parce que mon objectif c'était d'entrer à UOVA, notre alma mater où on est parti. J'avais toujours cet objectif-là, quoi. Tu voulais aller à l'université, en fait. À l'université, ouais, voilà. Donc je prenais toujours mes cours d'anglais, je prenais toujours mes cours au community college et voilà, je cherchais quelque chose de meilleur, quoi, en termes de boulot. Et surtout que j'avais plus le choix parce que, je pense, 1 an et demi après, je devais me séparer de ma famille d'accueil. Chacun devait prendre sa route, donc mes charges et mes responsabilités devaient augmenter. Donc, je devais avoir un boulot assez consistant pour pouvoir subvenir à mes besoins. Et avec la famille en Afrique aussi, c'est pas facile. Donc, ouais, tu vas soutenir tes parents, tes frères et soeurs et tout ça. Donc, c'est comme ça que j'ai trouvé un troisième boulot. Un troisième boulot dans une compagnie, on appelait ça Flex and Gate. Donc, ils faisaient dans les bumpers des voitures. Là-bas, j'ai eu un poste où on me payait plus. Mon salaire avait vraiment grimpé. On me payait peut-être $17 de l'heure quand j'ai commencé. Après, j'étais team leader. On me payait peut-être $21 de l'heure. Okay. On est dans les années 2017 par là. 2017-2018. OK. Ouais, donc du coup, mon salaire avait augmenté, mais je travaillais aussi la nuit. Mais vu que j'étais bien payé et je m'étais habitué au système, c'était un peu... J'avais plus la motivation, quoi. Mais quand même, tu voyais quand même que ton salaire était quand même consistant. Oui, consistant. Donc du coup, je travaillais troisième chiffre de 23h à 7h. Donc ce que je faisais, je travaillais de 23h à 7h. Le lendemain, je conduis directement, je rentre à la maison, je me change. Je vais à l'école. Je finis l'école, je rentre, je dors quelques heures et c'est comme ça que j'enchaîne, quoi. J'ai travaillé pour ma troisième compagnie peut-être pendant 3 ans. Oui, je pense là où tu travailles quand j'arrive à Champagne. Oui, voilà, c'est là-bas que je bossais quand vous tous êtes arrivés à Champagne, Malik et toi, quand on vivait ensemble, voilà, je commençais à bosser là-bas. Et quand on a commencé vraiment à vivre ensemble, je vais peut-être mentionner ça plus tard.
C'est ça. Comme tu le rencontres, j'ai rencontré des gens, je t'ai rencontré, j'ai vécu avec des gens qui faisaient vraiment l'école, quoi. Et c'est comme ça que ma destinée, si je peux dire comme ça, va changer avec le temps, quoi. Donc, c'était mon 3e boulot là-bas. Et après ça, ouais, j'ai dit non, j'arrête tous ces boulots-là et je suis assez stable pour pouvoir me concentrer et entrer dans une bonne école et transférer, quoi. Effectivement, Ouais. c'était même là où je voulais chuter après ta première, c'est comme la première phase de ton journey, de ta vie jusqu'à présent aux États-Unis. Donc, tu as fait 4 ou 5 ans dans les petits boulots là, l'anglais, question de t'intégrer. Qu'est-ce qui t'a poussé? Parce que d'autres personnes pouvaient décider de rester dans son boulot, tranquille, et de faire sa vie avec ça. Tu vois un peu. Ouais. Donc, qu'est-ce qui t'a poussé à prendre la décision que non, tu veux aller à l'école? Ouais, je pense que ce qui m'a toujours motivé à vouloir aller à l'école, c'était d'abord le fait que, voilà, je n'aimais pas ce que je faisais. Les boulots que je faisais, je n'aimais pas, mais ça payait l'homme, comme on dit souvent. Je n'aimais pas ce que je faisais, mais ça payait ce que ça payait. Et autour de moi, j'avais de bonnes personnes comme toi, comme Malik, qui m'encourageaient beaucoup, quoi. Donc, je suis vraiment grateful pour toi et pour Malik, parce que vous êtes les 2 personnes qui m'ont beaucoup motivé, quoi, quand j'étais dans cette phase-là. Vous êtes venu à Champagne, vous avez vu dans quoi je vivais, vous m'avez dit non, tu es assez intelligent, il faut aller à l'école, tu peux tout faire. Je me souviens, un soir, on s'est assis, je regardais un programme là, vous m'avez dit non, c'est un bon programme, vous m'avez motivé et tout. C'est comme ça que j'entre dans le high school, parce que vous avez montré le curriculum du high school. Et comment est-ce que j'ai même trouvé le curriculum du high school? Parce que vous m'avez plusieurs fois motivé à quitter mon boulot de nuit parce que ça ne me faisait pas être productif, quoi, à l'école. Donc, du coup, j'avais quitté ce boulot de nuit là et j'essayais de faire autre chose. Parfois, je faisais Uber, parfois, je faisais les livraisons, food delivery. Ouais, donc, et je me battais avec ça. Ça n'apportait pas, ça me payait pas comme mon ancien boulot, mais j'ai eu ce courage-là de quitter ce boulot de nuit là pour faire quelque chose qui va me rendre productif à l'école. Donc, pendant que je faisais Uber, j'ai eu l'opportunité de rencontrer, vu que Champagne, c'est une petite ville, j'ai rencontré une dame qui était, elle était advisor ou quelque chose comme ça au high school. Ouais, voilà. C'est comme ça qu'elle me parle, elle était ma cliente Uber, c'est comme ça qu'elle me parle du high school, elle me donne le flyer. J'arrive à la maison avec vous. C'est quoi le high school pour ceux qui n'ont pas connu? Ouais, le high school, c'est le School of Information Science à l'Université d'Illinois à Champaign. Donc, c'est là-bas que j'ai fait mes études et j'ai gradué. Et ouais, donc j'ai vu une femme qui était advisor à l'université. Elle m'a parlé du programme. Je ne connaissais pas grand-chose. Et quand je suis rentré à la maison, je vous en parlais à Malik et toi que non, j'ai vu une femme aujourd'hui, elle m'a parlé de ce programme, si. Vous avez regardé le programme, les cours qui étaient offerts dans ce programme-là, vous m'avez dit non, c'est un très bon programme. Si tu fais dans ça et tout. Et à l'époque, là, les requirements pour entrer dans le programme, j'avais déjà mis tous ces requirements parce que j'avais passé énormément de temps au community college. J'avais déjà près de 75 crédits ou 60 crédits au community college. Que tu pouvais transférer à l'université. Que je pouvais transférer directement à l'université. Donc, une fois que... Donc, ce qui a été le pivot vraiment dans ma journey, c'était ça. C'était que, voilà, j'étais dans une certaine routine. Et à un certain moment de ma vie, j'ai eu des gens qui ont apparu. On a mentionné le grand frère Jean-Brice, il y a Emmanuel, il y a Malik. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit que non, voici la route à prendre, voici. Et c'est comme ça que... Voilà, j'ai pivoté ma journée aux États-Unis, quoi. OK. Et je suppose que, bon, tu as choisi Champaign, l'Université of Illinois à Urbana-Champaign, tu étais dans la ville de Champaign, quoi. Ouais, bien sûr. C'était une très grande université, une très bonne école. Et bon, tu sais que l'université ici n'est pas comme l'université au Cameroun. Quelle était la partie la plus difficile à être un étudiant dans une grande université comme Champaign? Tu as trouvé ça difficile? Tu as trouvé ça... Est-ce qu'il y a eu des moments compliqués à être étudiant à Champaign, au high school, School of Information Science? Ouais, je vais dire qu'il y a eu des challenges dans le sens où
J'ai fait le community college, tout comme toi. Et on a eu à discuter de ça quand on était au collège. Au community college, c'est un peu plus slow pace. La vitesse n'est pas assez élevée, quoi. Donc, du coup, on a eu cette habitude-là qu'au community college, c'était un peu facile. C'était un peu plus, de travailler avec les amis, les professeurs. Avec les enseignants, tout ça. Exactement. C'est différent. À l'université, le système est vraiment différent. Donc, je pense que c'était un peu ce qui a été un peu différent. C'était que quand tu arrives à l'université, là, tu te dis que non, voilà, tu vas utiliser le même système que tu utilisais au community college, mais ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Là-bas, la vitesse est fast-paced. Les étudiants même sont beaucoup intelligents parce que tu as les camarades de classe et voilà, si tu n'es pas vraiment intelligent, c'est difficile de se faire des amis avec qui tu peux travailler et tout. Donc, du coup, et voilà, on a aussi étudié, j'ai étudié aussi pendant la première année, ma première année au high school, c'était virtuel, quoi, parce que c'était avec la pandémie en 2020 et tout. Donc, du Covid. Ouais, c'était un peu compliqué de pouvoir connecter avec les professeurs, de pouvoir connecter avec les gens. Donc, c'était pas évident, quoi. Mais ouais, je pense que ça, c'est les deux challenges où la transition entre le community college et l'université, c'était ça qui était le premier. Et autre chose, c'était aussi la pandémie qui n'a pas facilité les choses dans le sens où c'était pas facile d'avoir les camarades de classe avec qui tu peux travailler facilement, contacter les professeurs en ligne, ce n'était pas vraiment évident, quoi. Effectivement. Et tu penses que ça valait la peine d'aller à l'université? Tu es content du choix que tu as fait de la filière dont tu as étudié et ce que tu fais aujourd'hui, tu conseillerais-tu à peut-être quelqu'un qui arrive là de rentrer d'aller à l'école, d'aller à l'université, par exemple? Très bonne question, parce que, comme on dit, je pense que j'ai longtemps évoqué mon background, quoi. Tu vois un peu. Je pense que c'est mon background qui m'a poussé à prendre la route que j'ai prise, en fait, et mes objectifs aussi. Donc, je pense que si tu viens du Cameroun et que tu as un background peut-être différent, tu n'es peut-être pas obligé d'aller à l'école parce que je pense toujours que les États-Unis, c'est un pays où c'est le tu sais faire quoi en fait. Je vais prendre certains gens qui font beaucoup dans le froid et climatisation. Il y a beaucoup de gens qui font dans le froid et climatisation au pays, qui arrivent ici, ils vont à l'école. Donc, bon, je vais conseiller aux gens d'aller à l'école en fait parce que tu as besoin de cette éducation-là. Tu as besoin de cette éducation-là qui va te permettre d'être performant dans ton domaine. Les Américains ont beaucoup de bonnes formations. Si ce n'est peut-être que des certificats, ça peut être des certificats. Ça n'a vraiment pas besoin d'être un degré comme moi, mais quelque chose qui va te rendre bon dans ton domaine. Si tu arrives, je mentionnais par exemple les gens qui font dans les froids et climatisation et tout, si tu arrives, tu vas au community college, tu prends 2-3 classes. Dans un trade school, là. Oui, dans un trade, exactement. Tu prends juste les trucs qui vont te rendre performant. Donc, je pense que quand on vient du Cameroun, on a déjà assez de talent, mais on a besoin de prendre certaines expériences des universités américaines ou du système américain, en fait. Que ce soit des certificats, que ce soit des diplômes. Donc, ça dépend du background de chacun et ça dépend des objectifs de chacun, quoi. Donc, mais définitivement, je conseille toujours aux gens, c'est bien d'avoir ne serait-ce qu'un certificat américain ou ne serait-ce qu'un diplôme américain, quoi. Pour voir tes connaissances, quoi. Pour voir tes connaissances. C'est aussi bien d'aller à l'école et de découvrir quelque chose de différent, en fait. De voir comment l'école ici, ça se passe, de voir comment le système éducatif américain diffère peut-être du système éducatif camerounais ou peut-être des autres systèmes éducatifs qu'on a eu hors du pays, quoi. Donc, oui, je recommande à chacun d'aller à l'école, mais pas forcément peut-être d'aller au four-year school comme moi. Mais pas vraiment d'aller à l'université. Ouais, d'aller, exactement. Mais de partir dans le domaine dont la personne aime et trouve que la personne est talentueuse là-dedans, quoi. Exactement. Il y a beaucoup de... Si je comprends ce que tu dis, il y a beaucoup d'opportunités pour
en fait, dépendamment de ce que tu vas apprendre. Tout tu à veux fait. aller prendre un certificat dans un trade school, tu pars au community college, fais une formation de 2 ans. Si tu peux aussi aller à l'université, fais une formation de 4 ans. Tout à fait. Mais du moins, fais quelque chose dont tu auras un papier qui approuve que tu as quand même appris quelque chose. Tout à fait. Ça peut être un certificat de 6 mois, une formation de 1 an, 2 ans, ou bien un diplôme d'université de 4 ans. Tout à fait. Mais Tout au à moins, fait. aller essayer de prendre quelques connaissances dans ce que tu veux vraiment faire, quoi. Tout à fait. Bon, et comment tu as choisi, bon, c'est vrai que tu as mentionné le high school, comment ça s'est passé pour que tu puisses choisir le high school avec la consultation que tu as dû porter dans Uber et aussi les conseils venant de Malik et de moi quand tu as Champagne. C'est ça qui t'a permis de un peu aller dans ce sens-là, quoi. Tout à fait. Donc, et vu ton expérience, qu'est-ce que vu ton expérience, le temps que tu as fait aux États-Unis, comment peut-être conseilles-tu à quelqu'un de pouvoir naviguer le système pour peut-être connaître ce que la personne veut faire et peut-être où faire cette chose-là, vu ton expérience, quoi. Puis toi, tu n'as pas, il a fallu que tu sois en contact avec cette femme-là, qui te présente à high school, n'est-ce pas? Et aussi d'autres conseils que tu as eu, des gens comme moi, de Malik et tout ça là. Tout à fait. Tu penses que comment quelqu'un peut faire pour pouvoir essayer d'avoir les informations par rapport à tel ou tel domaine et pouvoir détecter en fait ce qui intéresse à la personne, ouais, tout à fait. Comme j'ai mentionné tout à l'heure, je pense que ce qui est important, c'est de bâtir un réseau, en fait, un network. Et il y a un proverbe qui dit que your network is your net worth. Les Américains disent souvent ça. Et je vais dire ça dans le sens où, si je suis où je suis aujourd'hui, c'est parce que j'ai rencontré des gens comme vous qui m'ont donné un certain nombre de conseils. Et si je vous ai rencontré, c'est parce que, comme j'ai mentionné plus tôt, je n'ai pas peur de parler, de m'exprimer. Donc, de demander, en fait, de poser les questions. Donc, il faut venir avec cet esprit de questionnement là où quand tu arrives ici, tu viens poser les questions, tu cherches à connaître qui est dans, ne serait-ce que la communauté ou hors de la communauté camerounaise, ne serait-ce que même à l'école, tu demandes qui fait quoi, je suis intéressé par ça, et tu essayes de bâtir certaines connexions avec des gens dans ta communauté et hors de ta communauté. Et il y a beaucoup de gens là dehors qui ont des informations. Ils ont les informations qui s'assoient sur leur bureau, ils ont envie de partager, mais ils ne trouvent pas à qui partager. Parce qu'on est dans un environnement où chacun est dans son coin. Chacun est dans son coin, chacun est dans son coin, chacun est dans sa routine. Mais si tu viens, tu poses telle question, tu demandes telle chose, on va te répondre et on va t'aider. Donc, je conseille aux gens qui veulent vraiment trouver leur passion, c'est d'aller et de faire des connaissances là dehors. Que ce soit, aujourd'hui, on a les réseaux sociaux, on a LinkedIn. Tu peux aller sur LinkedIn, tu fais des rencontres, tu poses des questions aux gens, tu peux aller dans les événements de ta communauté, tu vas rencontrer beaucoup de personnes. Aujourd'hui, je ne mentionne que Emmanuel et Malik parce que ce sont les gens avec qui j'ai gardé une certaine connexion. Mais j'ai rencontré tant de personnes qui t'ont aidé, qui t'ont donné des conseils. Donc, oui, effectivement, c'est même pour ça que tu vois, j'ai eu envie d'avoir un podcast comme ça pour pouvoir avoir des conversations avec beaucoup de personnes, dépendamment de ce qu'ils font, qui sont de partager l'information. Tu vois un peu. Parce que je me dis, si toi et moi, arrivant ici, il y avait une plateforme comme ça où les gens partagent leur expérience, on aurait pu apprendre. On aurait pu avancer un peu plus rapidement. Donc, l'un des objectifs de mon programme, c'est que cette conversation-ci puisse aider quelqu'un. Tout à fait. Quelqu'un peut arriver là et puis se retrouve par exemple à Champagne. Sachant que toi, tu es passé par là, peut te contacter pour savoir comment naviguer Champagne. Tout à fait. Et peut-être quelqu'un peut se retrouver en train de vouloir faire des études dans quoi tu fais aujourd'hui et te contacte pour pouvoir avoir les informations et apprendre ton expérience pour bien faire la chose. Ah oui, oui. Et si on regarde même bien, c'est par là qu'on est tous passés. Hein? Parce que moi, je mentionne Emmanuel Malik, Emmanuel mentionne Patrick. Effectivement.
Malik va mentionner Terence parce que quand Malik voulait venir à Champagne, il a trouvé l'université de Champagne, il a trouvé un programme, il a cherché dans son réseau. On a dit que non, il y a Terence qui vient à Champagne. C'est comme ça qu'ils viennent à mon inbox me contacter. Donc, je pense que c'est même moi qui avais dit à Malik que tu viens. Ouais, voilà, exactement. C'est peut-être parce que tu étais là dans le réseau de Malik, dans Wapipo et tout. Ouais, exactement. Là, ouais. Malik, quand Malik faisait ces applications-là, je pense quand dans une de nos conversations, il avait mentionné qu'il y a même Terence là qui vient à Champagne. Exactement, exactement. Et c'est comment qu'il vient, mais que tu viens à Champagne, c'est comment. Je veux venir regarder, checker l'université. Il vient, on passe 2 nuits ensemble à la maison. Il sort, il check l'université. C'est comme ça qu'après, il dit que non, c'est bien ici, je vais m'installer. Et voilà, on commence, on dit que bon, on va prendre une maison, on va. Donc, ouais, si on regarde toutes nos histoires, c'est lié par ces personnes-là qu'on a dû toucher, demander qui fait quoi et tout. Et voilà, c'est comme ça qu'on est où on est aujourd'hui parce qu'on a su poser les bonnes questions, on a su demander que bon, voilà, qui fait quoi, qui est où, je suis intéressé par ça, il y a qui. Et il y a toujours les réponses. Et dès que tu trouves la personne, Malik est venu, je lui ai donné toutes les informations parce que ça ne me servait à rien. Je ne connaissais même pas tout. Pareil que quand tu es venu chez Patrick, je suppose, il t'a donné toutes les informations dont tu avais besoin et tout. Il m'a introduit dans le College of Engineering. Il m'a amené tout, partout. Il m'a fait visiter le département. C'était vraiment magnifique. Et ça, c'est dans la communauté. Quand tu arrives maintenant, tu te permets de bâtir ton réseau, toi-même avec les gens que tu trouves sur place. Effectivement. Et c'est comme ça que tu grandis ton réseau, quoi. Effectivement. Depuis comment est ta vie depuis qu'on a quitté Champagne? Tu as trouvé le boulot, ouais. Et puis pour le Chicago. Et tu fais quoi concrètement? Ouais, bon, pour revenir à cette question, j'aimerais d'abord un peu encore revenir sur notre vie à Champagne parce que où je suis aujourd'hui a un peu dépendu de ce que j'ai fait avant, quoi. Okay. Je vais mentionner par exemple les internships que j'ai eu quand j'étais encore au collège, les stages. Parce que si j'ai ma carrière aujourd'hui, c'est parce que j'ai eu certains internships quand j'étais encore au collège. Je pense que c'est quelque chose de très important pour les gens dans la communauté. C'est qu'ils doivent commencer à bâtir le CV étant au community college. C'est pas quand tu finis le community college que tu commences à dire « Oh, je fais quoi ?» Donc, pour revenir à ta question, quand on était à Champagne, je me souviens, tu as intern aussi à Fermilab. Moi, j'ai intern à Fermilab. Et voilà, j'ai intern à Fermilab où j'ai fait le data analytics. C'est ça qui a creusé mon envie de devenir un data analyst. Donc, voilà. C'est même parce que l'intern à Fermilab qui a été demandé. Exactement, tu m'as demandé d'appliquer et d'intern là-bas. Tout à fait. Donc, et quand je suis arrivé à intern, je pense qu'on a fait 2 choses différentes à Fermilab. Moi, je faisais le data analytics. Peut-être tu as fait le software engineering. Oui, j'ai fait software engineering. Exactement. Donc, j'ai eu à faire le data analytics à Fermilab. C'était vraiment bien. Ça a creusé ma passion pour le data analytics. Et c'est comme ça que j'ai entré à data analytics au School Information Science. Et j'ai choisi la filière data analytics. Et maintenant, quand j'étais à l'université toujours, tu as fait beaucoup d'internships. Et voilà, je cherchais aussi des internships. C'est comme ça que tu m'as recommandé plein de compagnies et j'ai pu connecter avec Discover. Discover, la compagnie de Credit Card. Donc, du coup, j'ai fait un deuxième internship quand j'étais encore sur les bancs avec Discover. Et voilà, quand j'ai fini mon deuxième internship avec Discover, j'ai eu un return offer. Et voilà, pour revenir travailler à Discover un an après mon graduation. Donc, quand on a... Donc, tu as le return offer un an avant que je finisse l'école. Exactement. Donc, j'ai fait l'internship à Discover exactement au somme 2021. Et j'ai commencé à travailler au Discover au somme 2022. Quoi. Et j'ai gradué au somme 2022 toujours. Donc, c'est un peu ça. Et aujourd'hui, comme je disais, je fais beaucoup plus dans le data analytics. Ouais, c'est ça mon day-to-day à Discover. Mais c'est où je suis aujourd'hui parce que, voilà, j'ai commencé à bâtir ce CV-là depuis l'université. Depuis le community college même. Ouais, depuis le community college, avec les internships. Exactement. C'est ça qui te permet
de bâtir ton résumé, ce qu'on appelle CV en français, qui te permet de te sécuriser un travail même avant que tu définis l'école. Parce que c'est une des différences qu'on a ici par rapport, par exemple, au Cameroun. Je ne sais pas si au Cameroun c'est aussi possible, ça peut être le cas. Mais ici, généralement, quand tu fais le stage et que tu as 1 an de fini ta formation, si le stage se passe bien, l'entreprise te donne le travail sur réserve que tu finisses ta formation. Et justement, tu reviens travailler après que tu aies fini l'école. C'est une très bonne chose. Tout à fait. Donc aujourd'hui, tu fais dans le data analytics. Data analytics, yes. Ok. Et c'est quoi ton day-to-day? Ta journée, c'est comment? Data analytics, c'est quoi? Tu fais quoi concrètement pour ceux qui peuvent intéresser, quoi? Ouais, pour ceux qui sont intéressés, data analytics, je vais définir ça comme un domaine assez varié, dépendamment de l'entreprise dans laquelle tu travailles et dépendamment aussi de la team dans laquelle tu travailles. C'est un truc qui varie beaucoup. Et on a les termes data analyst, data scientist, data engineer qui se ressemblent, quoi. Tout à fait. Donc, il peut y avoir, dépendamment dans les startups, par exemple, si tu vas dans une startup, tu vas tout faire, quoi. Donc, juste pour dire que moi, ma carrière, quand j'ai commencé je n'ai que faire, j'ai fait, comme j'ai mentionné, les internships. Mon internship était vraiment différent mes internships étaient vraiment différents de ce que je fais aujourd'hui. À mon premier internship, j'apprenais beaucoup plus data engineering. J'étais data science intern, mais c'était beaucoup plus de data engineering parce que on devait générer les datasets, on devait générer notre base de données, quoi, et pouvoir créer les outputs avec. Mon deuxième internship avec Discover, j'ai fait dans la fraude. J'ai regardé les transactions frauduleuses chez les clients et voilà. Bon, maintenant, quand j'ai fini ça, j'ai commencé avec le full-time. Full-time, j'étais dans un rotational programme où j'ai travaillé encore avec différentes équipes, où je faisais différentes choses, j'utilisais différents tools. Mais les tools que je vais dire qu'un data science utilise beaucoup, c'est SQL, c'est Excel, c'est Python et c'est un visualization tool, Tableau ou... Tableau ou Power BI, comme certains aiment bien dire. Donc, c'est un peu savoir les tools que j'utilise. Maintenant, dépendamment de l'industrie ou de la team, vraiment, c'est un job, des projets sur lesquels tu es, c'est un job qui varie beaucoup. Et comme c'est dans la tech, ça change. Ça change d'une entreprise à une autre, d'une période à une autre, d'une équipe à une autre. Dépendamment des projets sur lesquels tu travailles. Certains projets vont te demander beaucoup de SQL, beaucoup de Python. Python, exactement. Et d'autres vont te demander beaucoup de tableaux et tout ça là-dedans. Mais c'est en fait les différents logiciels, applications que tu utilises tous les jours pour pouvoir faire ton travail, quoi. Wow. Bon, maintenant, je vois un peu tu vois que tu as eu quand même une progression assez quand même logique, normale, vu ton intégration, quoi. Tu es arrivé, tu t'es intégré avec l'anglais, tu es allé à l'école, tu as fini, aujourd'hui tu travailles, tout et tout. Supposons que, voilà, tu as la possibilité d'accueillir quelqu'un aujourd'hui, d'arriver aux États-Unis. Vu ton expérience, comment toi tu as été intégré, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui vient d'arriver aux États-Unis et qui est en train de te suivre et qui veut connaître toi pour avoir les conseils? Quel conseil tu donneras à la personne pour faciliter son intégration? OK. Ouais, pour faciliter son intégration, comme j'ai dit, le premier conseil que je vais donner à la personne, c'est d'être indépendant. C'est d'être indépendant. Indépendant pour un début. Pour moi, ça veut dire avoir une voiture, avoir un permis, peut-être avoir ton espace à toi, tu vois un peu. Une fois que tu es indépendant, tu peux te mouvoir de toi-même, quoi. Si je vais dire comme ça, là. Parce que si tu regardes bien ma journée, comme j'ai mentionné, mais ma vie a vraiment commencé quand j'avais une voiture et quand j'étais
quand j'avais une voiture et quand j'étais vraiment très indépendant, quoi, quand je pouvais aller faire mes courses de moi-même, quand je pouvais aller d'un job à un autre de moi-même. Et c'est là où je me suis senti indépendant, quoi. Donc, quelqu'un arrive, je lui dis, première chose, sois indépendant. Cherche à être indépendant. Cherche à être indépendant, prends ton permis. Peut-être prendre ton permis, comme tu dis, reste avec ta famille d'accueil, cherche ton premier travail, gagne un peu d'argent, mais dès que tu peux, peut-être tu sois indépendant, quoi. Tu sois indépendant, de la situation de la personne. Ouais, ça c'est maintenant ouais, ça c'est le premier advice que je te donne. Et après, voilà. Je peux te demander tes goals. Ça peut être en fonction de tes objectifs que je peux te donner autre conseil, quoi. Donc, le premier conseil de base, c'est juste sois indépendant. Ne dépend de personne, quoi. Il ne faut pas que tu veux aller là-bas, tu as besoin du ride. Il ne faut pas que tu aies besoin de ceci. Tu vois un peu. Parce qu'on est dans un pays où tout le monde est busy. Personne n'aura forcément le temps pour toi. Mais si tu es indépendant, tu veux faire quoi que tu veux, tu pourras faire toi seul. Maintenant, une fois que je t'ai donné ce conseil d'être indépendant, et si tu es chez moi, je peux te demander tes objectifs. Si peut-être tu es quelqu'un qui va là à l'école comme moi, on peut se dire que bon, voilà, voici la route à prendre pour aller à l'école. Si tu es intéressé par tel domaine, on va essayer de chercher ensemble. Je vais essayer de te connecter avec mon réseau. Tu vas te bâtir ton réseau toi-même et tu vas naviguer. En fonction maintenant de ton path que tu vas créer, je pourrais t'orienter si je peux ou te guider vers des gens qui peuvent t'orienter, quoi. Effectivement. Donc, c'est un peu ça. Donc, premier conseil que je te donne, c'est d'être indépendant. Et après ça, on va essayer de voir ta journée, ton objectif, ce que tu veux faire, tes rêves, c'est quoi. Et en fonction de tes objectifs, soit je te donne d'autres conseils, soit je te recommande à des personnes, ou soit on essaye tous ensemble de trouver peut-être dans la communauté ou hors de la communauté, où tu peux trouver des ressources qui peuvent t'aider, quoi. Depuis que tu es aux États-Unis, ton mindset a changé par rapport à quand tu étais au pays? Ouais, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Le mindset change définitivement, quoi. N'est-ce pas? Ouais, parce que, ouais, comme j'ai dit, quand tu es au pays, c'est un peu plus confortable. Au pays, tu es un peu plus confortable, quoi. Au pays, c'est un peu plus confortable. Comme j'ai mentionné, quand je suis arrivé ici, là, les trucs vont tellement vite. Tu es obligé de changer ton mindset pour pouvoir aller à la même vitesse, quoi. Effectivement, qu'est-ce qui a changé ton mindset et quelles sont les leçons que tu as appris de ces changements-là, par exemple? Qu'est-ce qui a changé mon mindset déjà, c'est l'attitude fast-paced du pays. Les choses sont bâties dans ce pays de telle manière que ça va tellement vite. Comme je disais, je viens de faire 10 ans ici. Quand je suis arrivé, je me disais que dans 10 ans, je serai. Mais 10 ans sont tellement passés vite. Tu vois un peu. Je suis content que j'ai accompli ce que j'ai accompli, où je suis aujourd'hui en 10 ans. Effectivement. Parce que j'ai su m'habituer à ce fast-pace-là. Tu avais une deuxième question, j'ai oublié. Non, les leçons peut-être que tu as appris de... Ouais, les leçons que j'ai appris de ça, exactement. Les leçons que j'ai appris de ça, c'est, voilà, il ne faut pas attendre. Quand tu as quelque chose à faire, fais maintenant. Fais maintenant et n'attends pas vraiment. Parce que une seconde que tu attends là, tu vas te retrouver que... Je vais prendre un exemple. Si un challenge que j'ai eu quand j'étais au community college, j'ai toujours pris mes cours full-time. Full-time, ça veut dire que tu prends 12 crédits. Oui, donc tu étudies en plein temps. Plein temps. En aucun moment dans ma vie, je n'ai plus... Je pense que si un seul semestre... Il y a eu des semestres où j'ai voulu dire que non, un semestre, je prends le break, j'attends un peu, je me repose. Mais tu te reposes un semestre, tu vas te retrouver en te reposer 2 semestres, 3 semestres. C'est comme ça que ta carrière... Donc, tu n'attends pas. Tu essayes d'aller au rythme que la vie t'impose, en fait. Donc, c'est ça qui a vraiment shift mon mindset, c'est que quand tu arrives, life goes on, comme on dit souvent, et tu ne dois pas t'arrêter, en fait. Tu ne dois pas t'arrêter, et c'est un peu ça. Parce que c'était vraiment difficile d'aller à l'école quand je travaillais full-time, working full-time and going to school full-time. C'était dur. Il y a les semestres où j'ai voulu prendre 6 crédits, il y a les semestres où j'ai voulu même prendre une pause, m'arrêter et travailler. Mais ce n'était pas le bon moment. Au bon moment où il a fallu que j'arrête de travailler, j'ai arrêté de travailler et je me suis concentré sur l'école. Effectivement, parce que ça, c'est un challenge énorme que nous avons ici.
de balancer entre ton école, entre le travail et la vie, et ta vie personnelle, que ce soit au pays, étant donné que nous sommes les Africains, et ici, quoi. Tout à fait. C'est tout un management que tu dois faire attention quand tu vas à l'école ici. Tu dois aller à l'école, tu dois travailler pour payer tes factures, tu dois gérer la famille au pays. Tout à fait. Tout ça là. Donc, c'est vraiment pas facile. Et gérer ça souvent, certaines personnes, ce n'est pas du tout... C'est pas du tout évident, quoi. Donc, wow, ça c'est vraiment intéressant. Ouais. Si on regarde... Bon, maintenant, si tu regardes vraiment ton intégration ou bien ta vie depuis les États-Unis, si tu penses qu'il y avait une chose à refaire, qu'est-ce que tu aurais refait? Si je pense qu'il y avait un truc à refaire. Mais si il y avait un truc que tu aurais dû faire, que tu avais l'opportunité de faire différemment, qu'est-ce que tu aurais essayé de faire différemment? Tout à fait. J'ai toujours cette question-là parce que, comme j'ai dit, je fais aujourd'hui dans la data analytics. Et quand je suis arrivé, et beaucoup de gens m'ont... Parce que j'avais un background en biologie et tout, bac D, je connais quand on arrive ici, on te conseille d'aller faire le nursing, d'aller faire la médecine. CNA, tout ça. Et CNA, tout ça. Bon, c'est une option c'est quelque chose qui n'a jamais été une option pour moi, quoi. Moi, je voulais faire quelque chose de différent. C'est au Cameroun, on a fait bac D, on a fait biologie juste parce que c'est ce qui était disponible. Ouais. Quand je suis arrivé ici, j'ai voulu vraiment faire quelque chose de différent, quoi. Et voilà, j'ai exploré le domaine où je suis aujourd'hui. Mais je me dis que si je devais peut-être rentrer dans le temps et que je devais choisir quelque chose, j'aurais peut-être exploré cette route-là de CNA. Parce que quand tu arrives, pas de CNA, de cette route-là de medical field, en fait, tu vois un peu, dans le medical field, tu vois un peu. Parce que quand tu arrives, tu vois le medical field, tu te dis que ça prend beaucoup de temps, tu vois. Mais quand tu te rends compte que, voilà, dans le medical field, parfois tu travailles en même temps que tu vois, c'est à peu près la même journée que nous, quoi. Tu travailles et tu vas à l'école, quoi. Ouais. C'est pas comme si, et voilà. Donc, je pense que si je devais rentrer dans le temps, peut-être ou peut-être pas, j'aurais exploré une carrière dans le medical field. Je pense que c'est... Être nurse, d'être docteur, ben... Bon, pas forcément, mais je pense quand même que aujourd'hui, quand tu restes, tu regardes le domaine, c'est un domaine aussi assez intéressant. Ouais, c'est intéressant. Où des gens font des découvertes des Africains même... arrive à s'imposer très facilement, quoi. Comparé peut-être au domaine de la tech où c'est beaucoup plus divers, il y a beaucoup plus une grande diversité, quoi. Donc, pour moi, c'est que si tu vas dans ce domaine, si je devais rentrer, en fait, je devais un peu plus explorer le domaine qui est lié à mon background que j'avais quand je venais du Cameroun, quoi. Oui, parce que, en fait, le medical field dans le pays, c'est, de mon point de vue, est vraiment développé, il y a beaucoup d'opportunités. Tout à fait. Et est un domaine où on aura toujours besoin des gens. Toujours. Et il y aura toujours le travail dans ce domaine. Et c'est un peu plus stable, parce que si tu vois la tech maintenant, aujourd'hui, avec toute l'instabilité qu'il y a dans la tech, aujourd'hui, tous les gens qui sont dans la tech, tu es obligé peut-être de se centrer sur AI parce que tu te dis que AI va prendre ton job demain, tu vois un peu. La tech est un peu instable. La tech est très instable actuellement. Mais si tu regardes un film comme le medical field, ça a toujours été steady, comme on dit. C'est toujours vraiment, il y a toujours des opportunités. Ouais, il y a toujours les opportunités. On a toujours besoin des gens pour pouvoir prendre soin des patients. Tout à fait. Que ce soit du CNA, du nurse, du license practical nurse, du registre nurse, du nurse practitioner. Du coup, je suis comme médecin en montant là. La demande est toujours importante. Tout à fait. La demande est toujours importante. Oh, donc, s'il fallait rentrer dans le temps, tu aurais peut-être dû explorer cette opportunité. Ouais, j'aurais dû peut-être explorer cette opportunité-là et voir ce que le futur m'aurait donné. Peut-être si j'avais pris cette route-là, je n'aurais pas une famille, aujourd'hui des enfants. Ouais, donc c'est un peu ça. Parce que quelque part, je suis aussi content du domaine que j'ai eu parce que ça te donne une flexibilité de pouvoir gérer ta famille, bâtir ta famille. Quelque chose que parfois dans ce domaine médical-là, je me dis peut-être qu'on n'a pas, quoi.
On n'a pas fait. Peut-être pas très tôt, comme on est supposé avoir quand tu fais dans la tech, quoi. Effectivement. Ouais, parce que quand tu regardes les gens qui sont dans le medical field, c'est généralement, si ils font des enfants peut-être au cours de leur éducation, là, ça leur ralentit beaucoup, quoi. Parfois, ils sont obligés d'attendre qu'ils finissent avant de commencer peut-être leur vie. Et donc, c'est souvent un peu plus compliqué. Puis, d'après moi, de balancer la vie personnelle avec ce medical field-là. Donc, c'est un peu ça. OK. Et où est-ce que tu vois tes yeux que dans 5 ans, 10 ans? Oh, 5 ans, 10 ans. On en parle beaucoup de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, 5 ans, je me vois peut-être faire quelque chose de beaucoup plus indépendant. Je ne sais pas encore quoi, mais j'explore mes options et je suis en train d'essayer de voir où je peux, quelque chose que je peux être indépendant, quoi. Pourquoi tu explores l'entrepreneuriat et pourquoi tu veux être indépendant? Bon, j'explore l'entrepreneuriat parce que c'est toujours bien de travailler à son compte. Je pense que c'est assez intéressant de travailler à son compte. Et voilà, ouais, ma femme aussi, elle a beaucoup de projets personnels sur lesquels elle peut travailler. Elle a beaucoup de projets, elle a beaucoup de talents sur lesquels on peut investir, Elle a quoi. beaucoup d'idées qu'elle pense D'idées, ouais, qu'on qu'on pourrait explorer ensemble et voilà, quoi. Dans 5 ans, 10 ans, je nous vois peut-être, ma femme et moi, on a peut-être déjà bâti peut-être notre société à nous. Que vous êtes dans un business précis, Dans quoi. un business précis, quoi. Dans un business précis et on n'est plus dans le 9 to 5, comme on dit, à 9h, 17h, où tu vois. Ou bien le W2. W2, exactement. Donc, si, c'est un peu ça, quoi. Enfin, moi, je pense que c'est une très bonne chose de d'y penser dans ce sens-là, surtout dans le pays dans lequel nous nous trouvons, qui est un pays capitaliste, qui encourage les gens à innover, à penser et à créer des opportunités. Tu vois un peu, non? Et avec tous les avantages que ça comporte. Tout à fait. Donc, moi, je pense qu'on est un pays, c'est pas comme au Cameroun où tu veux m'entreprendre, il y a beaucoup de choses qui te cassent les routes. Qui te cassent, ouais. Le système n'est pas conçu pour favoriser l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, ouais, tout à fait. Par rapport à ici. Or, ici, si tu as un peu un brin d'entrepreneuriat dans ton sang, moi, à 100%, je vais conseiller à la personne de go for it. De se lancer, De tout se à lancer. fait. Juste être consistant, juste travailler dur, juste croire en soi-même et avoir le mindset de pouvoir naviguer les difficultés qui vont aller avec, mais d'avancer. D'avancer, Et tu vas voir tous les gens dans ce pays que nous, toi et moi, regardons et apprécions. Ce sont des gens qui ont réussi leur vie à travers l'entrepreneuriat, quoi. Oui, tu peux aussi ta vie en travaillant de 9 à 17 heures W2. Mais nous, avec la famille au pays, les responsabilités passées par là, c'est compliqué. c'est vraiment compliqué de dire que tu ne comptes que sur ton salaire. Tu fais un peu, non? C'est la raison pour laquelle, tu vois, moi-même, après avoir fini l'école, j'ai justement pensé à voir ce que je peux faire comme business on the side pour pouvoir essayer de ne pas seulement compter sur le salaire. Parce que tout le monde est dans la tech, tu vois, moi c'est instable. Ouais. Il y a les lay-off presque tout le temps là. Et le processus d'avoir un nouveau travail dans la tech est trop compliqué. Tout à fait. Comparé au medical field. Comme l'expliqué tout à l'heure là. Vraiment, je pense que oui, c'est très intéressant de savoir que tu penses en ce sens-là. Parce que je pense que dans ce pays, il y a beaucoup d'opportunités si c'est que tu veux entreprendre. Du moment où tu entreprends quelque chose que tu connais, tu entreprends quelque chose que tu comprends, que tu passionnes, que tu aimes. Exactement. Et le reste là, tu n'as qu'à être patient. Patient, ouais. Enjoy the journey. Enjoy the journey. Have fun. Enjoy the journey. Être patient, travailler dur et ajuster au fur et à mesure que tu rencontres les difficultés et tout là. Et le reste va suivre. Exactement. Donc, moi, je pense que c'est vraiment ça, quoi. Tout à fait. C'est vraiment quelque chose que, si tu explores, c'est une très bonne chose, quoi. Une très bonne chose. Donc, bon, je pense que vraiment, on a eu une bonne conversation.
Là, je vais te poser maintenant, parce que généralement, à la fin de chaque conversation, j'essaie d'avoir l'invité laisser 2 questions pour le prochain invité. Tout à fait. De la personne qui est avant toi, laisser 2 questions pour toi. Ok. Et toi-même, comme je t'ai dit, tu vas après aussi me donner 2 questions que je vais poser à la prochaine personne, quoi. Tout à fait. Voilà. La première question que j'ai, le guest précédent que j'ai eu, c'était depuis que tu es aux États-Unis, quel est le plus meilleur conseil que tu as reçu? Le plus meilleur conseil que j'ai reçu. C'est intéressant, hein? J'en ai reçu énormément. Ouais. Quoi. Peut-être s'il fallait aller sur tous les bons conseils que tu as reçus, c'est que peut-être tu parles de 2 ou 3 maximum. Ouais, je vais aller sur un conseil que déjà, le plus récent peut-être, qu'un de mes boss au travail m'a donné. Parce que récemment, j'explorais à avoir un master degree, quoi. Un master degree. Et voilà, quand tu veux le master, parfois, il y en a tellement de domaines qui t'offrent la possibilité d'avoir le master, quoi. Et j'ai eu à rencontrer un monsieur qui m'a expliqué sa journée. Dans sa journée, c'était... il m'a dit que son master, en fait, il a fini l'école et il avait déjà... Avec un master, on l'a hire avec un master. Mais son master avec lequel on l'a hire, c'était peut-être je ne sais plus trop quoi, un domaine, il n'a jamais utilisé. Parce que quand il a commencé vraiment à travailler, il s'est rendu compte que voilà, il se sentait beaucoup plus à l'aise à lead les gens, à un leadership. Manager, et maintenant, pour grimper, il lui fallait avoir un MBA. Il avait un master, mais il n'avait pas le MBA. Master il a été obligé de rentrer à l'école, faire le MBA. C'est ça qui a progressé sa carrière, quoi. Donc, voilà, je cherche à faire un master aujourd'hui. Je suis toujours en train C'est un conseil important parce que voilà, je voulais faire un master juste pour faire un master, juste pour le sake d'avoir un master degree. Mais aujourd'hui, je suis vraiment en train de considérer dans quel area je vais faire mon master parce que c'est ça qui va m'aider à booster ma carrière. Je cherche le area qui va me permettre de booster ma carrière. Donc ça, c'est vraiment un très bon conseil que ce monsieur-là m'a donné. Et tu peux mentionner un conseil qui t'a aidé dans ton intégration et à être où tu es aujourd'hui, qui peut aider peut-être un nouveau venu. Un nouveau venu, ouais. Quelqu'un au Cameroun qui est en train de voir cette vidéo-ci. Cette vidéo, ouais. Aspire à être ici dans l'année qui vient, quoi. Ouais. Ce que je vais donner à cette personne-là, c'est que quand tu arrives ici, on va te donner beaucoup de conseils. Les gens vont te dire, va à gauche, va à droite, monte, descends. Il faut avoir cet esprit critique-là et se dire qu'est-ce que je veux pour moi-même, en fait. Il faut toujours peser, il faut toujours faire la synthèse de ce que les gens te disent et aligner ça avec toi-même. Il ne faut pas arriver ici et forcément écouter telle personne. Parce que si tu arrives, tu écoutes juste une personne et tu échoues demain, tu vas en vouloir à cette personne-là, quoi. Pourtant, si tu prends un peu de conseil à gauche, tu prends un peu de conseil à droite, et après, tu mélanges avec ce que tu veux toi-même, tu te fais ton chemin, ça va beaucoup t'aider, quoi. Donc, c'est un conseil, peut-être qu'on ne m'a pas donné, mais c'est ce que j'ai appris et que je peux donner aux gens qui viennent, quoi. Parce que moi, je suis arrivé, comme je disais, je suis arrivé dans une maison d'accueil. Ma famille d'accueil, c'était trois aînés, quoi. J'étais le plus petit. Je me rendais compte que l'aîné 1 te dit va à gauche, l'aîné 2 te dit va à droite, l'aîné 3 te dit va monte. Tu ne sais pas vraiment ce que tu vas faire. C'est légitime qu'ils te donnent ces expériences parce que c'est ce qui a marché pour eux, quoi. Mais toi, tu vas devoir savoir shape ton chemin. Et c'est à toi de dire que bon, celui-ci dit ceci, celui-ci dit cela. Je pense que ce qui est bon pour moi, c'est peut-être ceci. Et tu pars là-bas. De cette manière-là, tu n'auras vraiment... Tu vas te faire ton chemin. Et même si tu fails au courant de ta journée, tu vas enjoy the failure. Tu vas... Because ce sont des choix que tu as faits. Tu vas apprendre de tes choix et tu vas grandir, quoi. Tu vois un peu, donc c'est un peu ça. Parce que quand tu vas arriver ici,
on va toujours te donner les conseils. Les gens vont toujours parler, Donc, il faut arriver et se faire vraiment son mindset que bon, voici ce que je veux, voici ce que je cherche. Et peut-être prendre les conseils dans ce sens-là. Prendre les conseils dans ce sens-là. Chercher à t'entourer de ceux qui vont te donner les conseils dans ce sens-là. Exactement. Mais ce que tu dis est pertinent parce que je vais peut-être, moi, de mon point de vue, les deux conseils que tu as mentionnés, le conseil de master que tu as mentionné, de mon expérience, ce que moi je peux te conseiller, c'est qu'il faut vraiment, si tu vas aller faire un master, que ce soit un master dans ce que tu aspires faire sur long terme. Exactement. Non, pas faire un master parce qu'il faut faire. Donc tu essaies de travailler. C'est important de faire le master après que tu aies un certain nombre d'années d'expérience. Non. Et les années d'expérience, ça te permet juste de figure out, ok, je vais me spécialiser dans tel domaine. Exactement. Je vais être manager. Je vais plutôt être ceci. Maintenant, tu vas peut-être faire un master dans ce sens-là pour te permettre d'avancer dans ta carrière, dans ton entreprise. Et si possible, chercher une entreprise qui va payer pour ça. Pour ça, exactement. Que ça ne puisse pas être expensive dans tes poches, quoi. Tout à fait. Et aussi, au niveau des conseils dont tu mentionnes, oui, c'est la nature de l'environnement. Quand tu arrives, chacun veut te donner des conseils de gauche à droite et tout, tu vois un peu. Mais du moment où quand tu as déjà dans ta tête que bon, moi je veux faire telle chose, tu essaies de prendre les conseils dans ce sens-là, que les gens qui ont fait ce que tu veux faire pour essayer d'atteindre ton objectif. C'est pour ça que moi, j'ai trouvé un adage que moi, je dis aux gens, je dis aux gens souvent que quand moi je te donne le conseil, ne fais pas ce qu'il dit. Tout à fait. Écoute ce qu'il dit et fais ce qui est bien pour toi. Tu un peu, non? Ou bien essaie de parler en commun avec 2 ou 3 personnes. 3 personnes, ouais. Tu un peu, non? Tu essaies d'analyser les 3-4 conseils que tu reçois, mais à the end of the day, fais ce qui est bien pour toi. Toi-même. Donc, si à la fin tu te trouves de faire ce que je dis, bon, c'est bien. C'est bien, ouais. Mais il faut que ce soit ta décision et que ce soit bien pour toi. Mais pas que tu fais comme si c'est que tu reçois mon conseil, comme si c'était un conseil venu du ciel, non. Ah, oui. Tu écoutes, tu prends peut-être encore ailleurs pour essayer d'analyser et tu fais ta propre opinion et là, avancer, quoi. Exactement. Pour la deuxième question que le président va laisser pour toi, c'est que quelles sont les erreurs qu'un nouveau immigrant doit éviter dans son intégration? Et est-ce que pendant ton intégration, il y a eu des moments où tu as regretté venir aux États-Unis que tu as voulu rentrer? Donc, c'est une question à 2 volets, quoi. Ouais, tout à fait. Selon toi, d'après ton intégration, quelles sont les erreurs qu'un nouveau venu peut éviter? Ouais. Et est-ce que pendant ton intégration, il y a des moments où tu as douté le fait que tu es arrivé ici et que tu as voulu rentrer au Cameroun? Tout à fait, ouais. Déjà, ce que je peux conseiller à un immigrant, j'ai conseillé beaucoup de mes amis qui sont arrivés après moi comme ça, ils m'apprécient beaucoup à cause de ça, en fait. J'ai toujours dit aux gens, on est dans un pays, il faut savoir être patient. La patience est une grande vertu dans ce pays. Tout à fait. C'est une très grande vertu. Il faut savoir être patient et attendre ton tour, en fait. Parce que quand on arrive dans ce pays, on a l'impression que tout est facile. Je vais prendre l'exemple quand je suis arrivé. J'ai vu des jeunes comme moi de mon âge qui avaient des grosses voitures, qui avaient des permis de conduire, Tu peux facilement envier ces personnes-là, quoi. Te dis que, waouh, un jeune comme moi, il a une grosse voiture, je veux aussi une grosse voiture. Tu vas là, tu prends une grosse voiture. Hein? La voiture ici, on te supprime un moyen de te donner que prendre le crédit et tout. Mais est-ce que tu vas pouvoir payer? Est-ce que tu vas pouvoir, tu vois un peu? Est-ce que tu peux afford? Est-ce que tu peux afford? Donc, c'est un peu ça. Il faut attendre le bon moment pour faire certaines choses, quoi. Donc, il faut savoir être patient et attendre le bon moment. C'est ce que je vais conseiller à beaucoup de gens qui viennent d'arriver. Ouais, il ne faut pas se précipiter, pour se comparer aux autres ou se précipiter. Non. Attends ton moment va venir. Tu veux le permis, attends, quand tu auras ton social security, tu auras ta green card, tu auras ceci, tu vas faire tes cours, tu vas conduire. Ou bien que tu seras confortable à passer ton permis. Exactement. Attends quand tu sauras. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on vient, on veut faire, parce qu'on se dit que non, au pays, on conduit sans permis, tu vas conduire sans permis, au permis, non. Il ne faut pas venir à ce mindset-là. Il faut venir, tu te dis que bon, ici, c'est un pays où les choses sont assez structurées, les choses sont assez ordonnées. Et voilà, tu suis ce qu'il y a lieu de faire, quoi. Si tu arrives et voilà,
tu veux conduire, tu sais que tu dois avoir un permis de conduire. Si tu n'as pas le permis de conduire, tu ne conduis pas. Tu vas conduire une voiture, ta voiture n'a pas d'assurance. Si tu sais que tu n'as pas d'assurance, ne conduis pas. Tu attends le jour où tu auras l'assurance sur ta voiture pour pouvoir conduire. Donc, il faut bâtir cette discipline-là, quoi. C'est ça que je vais répondre comme premier volet à la question. Le deuxième volet, c'était... Non, le premier volet, c'était les différences, les erreurs qu'un nouveau venu peut éviter. Bon, tu as parlé de la patience, Ouais. savoir faire les choses au moment opportun, sans se comparer aux autres, quoi. Tout à fait. Le deuxième volet, c'était pendant ton intégration. Est-ce qu'il y a des moments où vraiment tu as eu des regrets à venir ici à cause peut-être la barrière de la langue, tout à fait. le travail que tu faisais et que tu as pensé à un temps en ton Cameroun? Ouais, comme j'ai dit, je crois avoir mentionné ça quand je m'introduisais au départ. Quand je suis arrivé, au Cameroun, j'étais assez confortable, en fait, parce que dans le boulot que je faisais, dans le job que je faisais, en fait, parce que c'était pas comme si j'avais fini mon école. J'avais un job où je me plaisais, quoi. Je travaillais à Orange, je travaillais avec les gens, je partais dans les bureaux, je voyais les ministres, tu installais les trucs pour les ministres, tu rencontrais des avocats, tu rencontrais de grandes personnalités et tu leur offrais les services Orange, quoi. Donc, j'avais vraiment fun quand j'ai quitté le pays. Et tu arrives ici, là, tu dois te retrouver en train de porter les cartons ou porter en train de fabriquer les bouteilles d'eau dans la nuit, avec le sommeil où tu dors. C'était dur. C'était dur. Je voulais rentrer. Donc, je vais récapituler. Hein, je suis arrivé aux États-Unis en septembre. Mes meilleurs moments, c'était de septembre. J'ai trouvé mon premier travail un mois après, septembre, octobre. Donc, fin octobre, comme ça, c'est là où j'ai trouvé mon travail. Donc, mes premiers moments, j'enjoyais vraiment. J'étais à la maison, je goûtais les McDonald's que je voyais à la télé, je goûtais les hot dogs que je voyais à la télé. J'explorais le pays, quoi. J'avais fun. Mais mon fun s'est arrêté quand j'ai commencé à travailler 12 heures de chiffre la nuit. Et vraiment struggle, j'ai compris que l'Amérique, c'était vraiment pas ce que j'avais imaginé. Et j'ai commencé à penser à tous ces beaux moments-là que j'avais quand je travaillais au Cameroun, à Orange. Je voulais rentrer, quoi. Je voulais rentrer, mais tu veux rentrer, je te dis que bon, tu vas rentrer, tu n'auras même plus peut-être ton boulot, on aurait peut-être, tu vois. C'est que bon, tu as fait un choix où tu ne peux plus, quoi. C'est vrai qu'il y a d'autres qui arrivent ici, ils ont des carrières, sans leur place, ils rentrent au pays parce qu'ils avaient peut-être déjà des carrières assez stables, quoi. Mais je faisais un job et le job que j'ai trouvé ici ne m'a vraiment pas intéressé. C'est ça qui a voulu faire en sorte que que tu as eu ce moment de doute là, quoi. J'ai eu ce moment de doute et je voulais rentrer. Waouh. Donc, tu es un Dieu que merci vraiment pour ton temps et de ton expérience que tu partages. On espère que ça va pouvoir aider quelqu'un où que la personne se trouve, quoi. Je ne sais pas si tu as quelques derniers petits conseils que tu veux partager avec ceux qui nous regardent, quoi. Si tu as autre chose non, je voulais juste te dire merci de me donner cette opportunité-là de partager mon expérience. Comme tu sais, I'm a people person. J'aime beaucoup interagir avec les gens. J'aime beaucoup donner les conseils quand je peux. Et voilà, merci aussi parallèlement pour m'avoir guidé pendant la journée, quoi, parce que tu as toujours été un supérieur académique, tu m'as toujours donné les bons conseils. Que ce soit hors académique, quoi, en termes même de famille et tout. Tu es quelqu'un qui a beaucoup le sens de la famille et voilà, j'ai beaucoup appris de toi, quoi. Tout à fait. Et merci aussi parce qu'il y a quelque chose que je suis toujours assez reconnaissant, c'est que pendant qu'on vivait ensemble, je n'ai jamais allé au pays sans aller dans ma famille, quoi. Donc, ça, tu m'as toujours montré ce truc de fraternité-là. Tout à fait, tout à fait. Voilà, et pour moi, comme j'ai dit, aujourd'hui, j'ai ma femme, j'ai mon fils et j'ai ma mère ici, là, qui sont ma famille. Mais avant que ma vraie famille ne soit pas là, c'est vous qui avez été ma famille, quoi. Et aujourd'hui, on ne forme qu'une grande famille. Tout à fait. Donc, juste pour te dire merci et voilà. J'espère qu'on se retrouvera pour plus de podcasts et pour... Oui, ça, ce n'est que l'épisode, le premier round. Ouais. Je dirais que toi et moi, on aura plusieurs rounds dans ce podcast. Ça, c'est un projet que sur le long terme, tu vois un peu. Tout à fait. Pour l'instant, je focus d'abord sur l'intégration en fonction de qui avec je cause, quoi. Tout à fait. Que toi et moi, on aura d'autres rounds pour parler d'autres choses qui nous passionnent.
jouer un peu dans ça peut aider, que ce soit, quoi. Donc, c'est un peu ça. Donc, vraiment, tonton Terrain, Dieu que merci beaucoup pour ton temps. Et on va dire qu'on va se prendre la prochaine fois. Donc, s'il vous plaît, il ne faut pas oublier de check out Titor Sprit. On va mettre le lien d'Amazon sur la description. Et pour ceux qui ont suivi jusqu'à la fin, vraiment, si vous avez trouvé la conversation intéressante, il ne faut pas oublier de liker, de subscribe, parce que ça va forcément... C'est comme ça qu'on va grandir, c'est comme ça qu'on va reach beaucoup de personnes. Et c'est comme ça qu'on va essayer de se battre pour avoir d'autres personnes qu'on pense avoir des conversations intéressantes qui peuvent aider beaucoup de personnes. Tout à fait. Donc, il faut check Titor Sprint, il faut like, il faut subscribe. Et we'll see you guys next time. Merci, Jeter.